Avez-vous déjà réfléchi à ce qui se passe lorsqu'une forêt cesse d'être une forêt? Pas quand il brûle dans les flammes ou tombe sous la force d'un ouragan, mais quand il devient tout simplement silencieux. Quand les arbres cessent de chuchoter, les oiseaux ne reviennent pas et le sol, autrefois humide et fertile, commence à se fissurer. À Ndango, petit village au cœur du continent africain, cette question n'est plus poétique. C'est devenu urgent. Mortel. Depuis des générations, les habitants de Ndango vivent en harmonie avec la verdure qui les entoure. La forêt n'était pas seulement un paysage, elle était source de subsistance, de guérison, d'ombre et d'abri. Les gens l'appelaient « vieille mère », et à juste titre. Elle a nourri, protégé, corrigé. Mais tout cela a commencé à changer le jour où le premier tracteur est apparu. Aucun avertissement, aucune promesse. Seul le bruit dur des tronçonneuses coupant ce qui était autrefois sacré. En moins de 2 mois, plus de la moitié de la forêt avait disparu. La chaleur a augmenté. Les eaux s'enfuirent des ruisseaux. Mais ce n'est pas ce qui a provoqué la peur. La peur s'est installée. Les serpents sont d'abord venus seuls, discrètement, comme s'ils espionnaient le nouveau territoire. Puis ils sont venus par 2. Puis en essaims silencieux. Personne ne savait exactement d'où ils venaient, mais ils semblaient tous pousser plus loin dans le village, comme si quelque chose de plus grand, de plus sombre, se trouvait derrière eux. C'étaient des espèces que les anciens disaient n'avoir jamais vues, longues, sombres, avec des yeux si fixes qu'ils semblaient lire dans l'âme. La première victime était un enfant. Trouvé sur le pas de sa porte, les yeux ouverts sur le ciel gris, la peau froide, sans un bruit d'avertissement. À côté du corps, de fines traces dans la boue sèche et une trace qui disparaissait en direction des anciens champs de bananes. Silencieusement, la nouvelle se répandit comme de la fumée entre les toits de chaume. Il y avait des serpents partout. Sur les balcons. Sous les lits. Enroulés dans les jardins. Ils n'ont pas attaqué par faim. Ils ont attaqué par désespoir. Les enfants ont arrêté de jouer dans les clairières. Les chiens sont partis. Les poulets ont été retrouvés morts, avec des signes d'empoisonnement. Les personnes âgées, qui passaient autrefois leurs après-midi à l'ombre des manguiers, s'enferment désormais en murmurant d'anciennes prières. Il y avait quelque chose qui n'allait pas, quelque chose que l'on ne pouvait pas voir mais que l'on pouvait sentir sur sa peau, comme lorsque l'air change avant une tempête. Mina, une adolescente au regard inquiet et au pas léger, a commencé à tout filmer avec son vieux téléphone portable. À chaque enregistrement, sa voix tremblait moins, mais ses yeux montraient plus de peur. « Ils ne veulent pas être ici », a-t-il déclaré. Mais quelqu'un leur a arraché leur monde. Et maintenant, ils essaient de survivre dans le nôtre. Dans ce village oublié du monde, l'ennemi ne portait pas d'uniforme. Il avait des écailles, des yeux immobiles et un silence empoisonné. Mais le véritable ennemi était le vide qui subsistait lorsque la forêt cessait de respirer. Que arrive-t-il à une maison lorsque son toit est arraché, ses sources taries et ses habitants expulsés sans avertissement? C'est la réalité à laquelle Ndango a été confronté lorsque les arbres ont commencé à tomber un par un. La foudre n'a pas frappé. Il n'y a pas eu de tremblement de terre. Juste une séquence de décisions prises loin, par des mains qui n'ont jamais mis les pieds sur ce sol. La forêt n'a pas été perdue dans une catastrophe naturelle, mais plutôt négociée dans le cadre de contrats que le village n'a jamais vus. Début 2024, des sociétés forestières étrangères s'installent discrètement dans la région. Des équipements lourds ont été amenés sur des camions qui ont sali les chemins de terre. Les tronçonneuses ont commencé à fonctionner à l'aube, comme si c'était juste un autre jour de travail. Mais ce n'était pas le cas. C'était le début de la fin de tout un écosystème. Les données de la FAO, Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, montrent qu'entre 1990 et 2020, l'Afrique subsaharienne a perdu plus de 10% de sa couverture forestière. Il ne s'agit pas seulement de statistiques. Des milliers d'hectares d'ombre, de vie et d'humidité ont disparu. Et lorsque l'habitat disparaît, ceux qui y vivaient doivent chercher un autre endroit. C'est à ce moment-là que l'histoire passe du silence au murmure. Et du murmure au cri. Les serpents qui se cachaient autrefois sous des bûches humides et chassaient la nuit dans les forêts denses ont commencé à apparaître dans des endroits improbables. Dans les arrière-cours, les cuisines, les écoles. Ce n'était pas par malveillance. C'était pour survivre. La forêt avait été détruite si rapidement que les cycles naturels n'avaient pas eu le temps de se réorganiser. La chaleur a augmenté. Les eaux ont disparu. Les prédateurs naturels des serpents ont également disparu. Et ainsi, les serpents avancèrent. En quelques semaines, les rapports provenant des villages voisins ont commencé à se ressembler, récoltes attaquées,
troupeaux entiers perdus, familles effrayées. La biodiversité n'était pas seulement menacée, elle s'effondrait. Ce qui était autrefois un système équilibré, où chaque animal avait sa place et son temps, est devenu un scénario de conflit constant. Koba, le vieux chasseur du village, fut l'un des premiers à s'en apercevoir. Il disait qu'avant, il suffisait d'écouter le chant des oiseaux le matin pour savoir si la journée serait bonne. Maintenant, le silence était le seul son qui se répétait. Et là où il y a du silence dans la forêt, il y a du déséquilibre. Il savait que l'invasion des serpents n'était pas une coïncidence. C'était un symptôme. Un avertissement de la terre blessée. Mina, Aygreko et Dilo, les jeunes qui ont décidé de comprendre ce qui se passait, ont commencé à assembler les pièces d'un puzzle que personne ne voulait assembler. Chaque serpent aperçu, chaque animal mort, chaque trace de boue était la preuve que quelque chose de plus grand était en jeu. La forêt ne disparaissait pas simplement. Elle était remplacée par un vide qui respirait la peur. Et donc, ce qui semblait être un problème avec les serpents s'est avéré être le reflet de quelque chose de plus profond, la violation d'un ancien pacte entre les humains et la nature. La terre a tout donné, mais lorsqu'elle est blessée, elle répond. Et cette fois, non pas avec le tonnerre, mais avec des crocs acérés, un silence étouffant et des yeux froids glissant sur la poussière sèche. Dans la culture Ndango, les anciens ne sont pas seulement des souvenirs vivants, ce sont des bibliothèques humaines. Chaque ride sur le visage de Koba représente une saison de sécheresse, une récolte perdue, un cycle de naissance. Il n'a pas appris à connaître la forêt dans les livres, mais en marchant pieds nus parmi les racines et les feuilles, en écoutant les sons de la forêt comme s'ils étaient un langage. Pour beaucoup, il n'est qu'un vieil homme solitaire. Mais pour ceux qui savent écouter, Koba est le pont entre ce que nous étions et ce que nous pouvons encore être. Lorsque les serpents ont commencé à apparaître et que les jeunes ont paniqué, c'est lui qui a demandé le silence. Non pas par peur, mais par respect. Si les animaux ont quitté leur abri, c'est parce que le nôtre a été détruit en premier, a-t-il expliqué en allumant un feu avec des feuilles séchées de mopane, une plante sacrée dans les cérémonies régionales. La sagesse de Koba vient de générations qui comprennent la forêt non pas comme une ressource, mais comme une entité. Celui qui enseigne, protège et punit aussi. De nombreux rituels anciens, oubliés au fil du temps, ont été à nouveau évoqués. Il parlait des « nuits du tambour silencieux », lorsque tout le village se taisait pour entendre la forêt respirer. Il a dit qu'autrefois, les serpents étaient également descendus de la forêt il y a de nombreuses lunes, et que les anciens de l'époque avaient remarqué que quelque chose n'allait pas. Ils ne recherchaient pas des armes, mais l'équilibre. Ils ont planté des arbres, protégé des sources, et peu à peu les animaux se sont retirés, comme s'ils comprenaient le geste. Ces récits semblaient être de lointaines légendes aux oreilles modernes. Mais il y avait quelque chose dans sa fermeté qui empêchait le rire. Avec l'effondrement de la forêt, même les plus sceptiques ont commencé à écouter plus attentivement. Le problème n'est pas seulement d'abattre des arbres, a déclaré Koba, c'est de couper l'écoute. Nous avons cessé d'écouter la terre. Et il y avait de la science dans cette connaissance ancienne. Des recherches récentes menées par l'université de Nairobi ont révélé que les communautés africaines qui ont préservé leurs pratiques traditionnelles de gestion des sols connaissent moins d'érosion, plus de biodiversité et sont plus résilientes au changement climatique. Ce n'est pas une coïncidence, il s'agit d'un savoir accumulé, testé et transmis oralement, génération après génération. Koba connaissait aussi la saison des pluies sans avoir besoin de calendrier. Il savait que l'absence de fourmiliers était le signe d'un excès de fourmis, et que là où il y a beaucoup de fourmis, les serpents suivent de près. Rien ne passait inaperçu à ses yeux fatigués. Il a vu des détails que la plupart des gens ignoraient. C'est avec son aide que Mina, Aygreko et Dilo ont décidé de cartographier les zones les plus critiques de l'invasion. En suivant les traces des serpents et en écoutant les enseignements anciens, ils ont trouvé des sources d'eau sèche, des clairières ouvertes par des tracteurs et des sentiers où la faune s'était réfugiée. Koba les guidait comme s'il racontait une histoire, mais chaque phrase était un avertissement, chaque étape une leçon. Dans la tradition orale Ndango, on dit que « la forêt murmure avant de crier ». Koba murmurait aussi, mais dans ses paroles résonnait un écho de temps oubliés. Il ne demandait pas à revenir au passé, mais à ne pas ignorer ce qu'il pouvait encore enseigner. Dans un monde de plus en plus rapide, où la technologie dicte le rythme et où l'immédiateté décide de la valeur des choses, la présence de quelqu'un comme Koba est un rappel profond, tout ce qui est vieux n'est pas obsolète. Parfois, l'avenir le plus sage est celui qui renoue avec ses racines. Après les paroles de Koba, quelque chose a commencé à changer parmi les habitants de Ndango. Ce qui semblait autrefois être un problème lointain, la déforestation, les fuites d'animaux, l'avancée des serpents est devenue une urgence partagée. La jeune génération,
qui auparavant se moquait des anciens rituels ou les considérait comme des histoires d'une époque qui ne reviendra jamais, a commencé à écouter attentivement. Surtout Mina, Aiko et Dilo. Il ne suffisait pas de comprendre le problème. Il fallait agir. Menée par Mina, une jeune femme à l'esprit agité et au regard déterminé, les villageois commencèrent à se rassembler sous le grand baobab. Là, avec la présence des anciens, ils ont élaboré des stratégies pour protéger ce qui restait de la forêt. Le plan était simple mais audacieux, identifier les points de dégradation, enregistrer les invasions et récupérer les zones détruites par une replantation collective. Ils ont créé de petits groupes de vigilance. L'un d'eux surveillait les berges de la rivière, un autre observait les bruits de la forêt la nuit, à la recherche de signes inhabituels. Ils ont utilisé de vieux téléphones portables pour enregistrer les mouvements des serpents et cartographier leur passage. Dilo, qui était doué avec les outils, a improvisé des pièges en bois non pas pour capturer, mais pour rediriger les reptiles loin des maisons. Pendant ce temps, Aiko organisait des ateliers pour que les enfants découvrent les plantes indigènes, leur importance pour les animaux et pour la survie humaine elle-même. C'était une question d'éducation à la base, littéralement. Et ce qui était autrefois de la peur est devenu un sentiment de mission. Avec l'aide d'ONG locales, ils ont réussi à obtenir des semences, des outils et même un petit drone pour surveiller la progression de la déforestation illégale. Tout cela sans perdre le contact avec le savoir traditionnel que représentait Koba. La lutte n'était pas seulement environnementale, mais culturelle. Il s'agissait de maintenir en vie une identité en danger. Le village qui souffrait auparavant en silence élève désormais la voix. Et lorsque la forêt entendit ce nouveau cœur de résistance, elle répondit, les serpents commencèrent lentement à s'éloigner. Alors que Ndango se réorganisait, essayant de soigner ses blessures et de replanter ce qui avait été arraché, un nouvel obstacle apparut plus invisible que les serpents, mais tout aussi venimeux. La résistance de la communauté n'est pas passée inaperçue. Les entreprises responsables de la déforestation ont commencé à agir de manière plus subtile, mais non moins agressive. Les promesses sont venues en premier. Des camions se sont arrêtés à l'entrée du village, transportant des sacs de riz, des cartons de provisions et des cahiers d'écoliers au logo brillant. Des représentants bien habillés sont descendus, souriant, proposant des partenariats pour le progrès. Ils ont dit que ce qu'ils faisaient là-bas était légal, qu'ils avaient des licences. Ils ont parlé d'emploi, de nouvelles écoles, et même d'un puits avec une pompe électrique. Mais tout cela semblait répété, artificiel. Il n'y avait pas d'arbre à leurs yeux. Juste des chiffres. Koba, qui observait de loin, murmura à Mina, quand ils offrent trop, c'est qu'ils ont déjà tout pris. Et il avait raison. Cette aide avait un prix, le silence. Quelques jours plus tard, l'un des jeunes du village, cousin de Dilo, a disparu après avoir filmé des camions en train d'extraire du bois aux premières heures du matin. Votre téléphone portable a été retrouvé cassé près de la route. L'affaire a été enregistrée au commissariat de police le plus proche, mais aucune enquête n'a été ouverte. Un policier a même déclaré, peut-être qu'il est parti chercher du travail. Aiko, outré, réalisa que le combat de Ndango n'était pas seulement contre des serpents ou des tracteurs. Il était contre un système qui rendait invisibles ceux qui essayaient de protéger la terre. La forêt, qui autrefois hurlait de serpents et d'ombres, avertissait désormais de la disparition de ses enfants. Pourtant, le village a résisté. Mina a commencé à envoyer des vidéos et des rapports aux stations de radio communautaires et aux portails indépendants. Pseudonyme utilisé. Dilo a organisé une assemblée avec d'autres villages voisins qui étaient également confrontés à des attaques et à des disparitions. Ensemble, ils ont décidé de former une alliance, non pas pour une confrontation physique, mais pour la visibilité. Car si les yeux du monde ne pouvaient pas voir Ndango, il fallait le leur faire voir. Et quand le silence est devenu monnaie, les mots sont devenus des armes. Après les pertes, les attaques, les silences achetés et les menaces voilées, quelque chose d'inattendu a commencé à se produire à Ndango. Ce qui semblait être une ruine commença à germer sous la forme d'un geste. Ce n'était pas un miracle. Il n'y a pas eu de pluie soudaine, ni de retour immédiat des animaux. Mais le désir de guérison lent et tenace prenait forme parmi les branches, les voix et les mains calleuses. Mina, avec son appareil photo désormais plus résistant que jamais, a commencé à enregistrer non seulement les dangers, mais les renaissances. Les femmes qui avaient autrefois peur de quitter leur domicile se sont remises à cultiver de petits jardins avec des herbes médicinales. Les enfants ont dessiné des arbres et des serpents côte à côte sur les murs de l'école, comme s'ils comprenaient instinctivement qu'ils faisaient tous deux partie de la même histoire. Koba, même si ses pas se faisaient plus courts, tenait à visiter chaque plant planté autour de l'arbre écho.
Chaque graine a une mémoire, a-t-il dit. Et peut-être qu'il avait raison. Des études écologiques montrent que, dans les zones tropicales, les zones dévastées peuvent récupérer jusqu'à 80% de leur biodiversité d'origine après 20 ans, si une protection continue et une implication communautaire sont assurées. Ndango semblait vouloir anticiper ce moment avec urgence et âme. AYO a utilisé les sentiers forestiers restants pour guider de petits groupes de jeunes lors de promenades éducatives. Il a montré comment identifier les plantes indigènes, expliquer le comportement des serpents et enseigner comment coexister. Dilo a transformé l'école en une station de connaissances vivantes, des graphiques sur le climat local, des peintures murales avec des récits oraux d'anciens et même une pépinière de plants indigènes ont été intégrés au cours. La spiritualité a également trouvé sa place. Les nuits de pleine lune, les habitants se rassemblaient autour de l'arbre à écho pour écouter des histoires anciennes, chanter et rendre grâce pour ce qui avait perduré. Ce n'était pas de la religion. C'était la mémoire collective. Petit à petit, les bruits de la forêt ont commencé à revenir. Un croassement ici. Un bourdonnement là-bas. Et un matin, ce qui semblait impossible s'est produit, un groupe de serpents a été vu se faufiler dans la forêt, loin des maisons, comme s'ils comprenaient enfin qu'ils pouvaient revenir. La terre, petit à petit, respirait. Et Ndango aussi. 5 ans se sont écoulés depuis ces jours sombres où le village de Ndango semblait sur le point de succomber au silence et à la peur. Ce qui était autrefois une terre blessée est devenu un symbole de résistance et de renouveau. La forêt a recommencé à pousser, lentement mais avec détermination. L'ombre des arbres se répand à nouveau, apportant fraîcheur et vie. Mina, désormais une jeune femme aux yeux porteurs de l'histoire du village, parcourt les sentiers revigorés, filmant non seulement la beauté de la nature, mais aussi le courage de ses voisins. Ils savent que le combat ne s'arrête jamais, que la forêt est peut-être fragile, mais que l'esprit de Ndango est fort. Koba, qui était le gardien des histoires et des connaissances ancestrales, ressent la fierté silencieuse de quelqu'un qui sait qu'il a planté plus que des graines, il a planté de l'espoir. Ses pas ne sont plus fermes, mais son regard est ferme comme les racines qui ont poussé autour de lui. Le village a non seulement résisté aux serpents qui l'ont envahi, aux bulldozers qui l'ont détruit et aux menaces qui l'ont réduit au silence, mais il a également appris à écouter ce que la terre avait à dire. Ils ont compris que la forêt n'est pas seulement du bois ou de la terre, c'est la vie, c'est l'histoire, c'est l'avenir. Et lorsque le chant des oiseaux résonna à nouveau à travers la cime des arbres, ce fut plus qu'un son, c'était un appel à tous pour se rappeler, protéger la nature, c'est nous protéger nous-mêmes. Que la lutte de Ndango serve d'exemple aux autres communautés, afin qu'elles n'oublient jamais que, lorsque la forêt parle, il faut écouter. Car le véritable écho qui reste est celui de la résistance, du courage et de l'espoir.